J'ai l'impression que quand on parle de nostalgie, on parle souvent de souvenirs, de quelque chose de lointain ou proche, mais en tout cas qui est souvent dans le passé et on y repense. Alors que moi, je pense tout le temps, mais à l'avenir, quoi. C'est que finalement, je m'associe pas juste à un seul espace et que mon expérience m'a forcé à me dire que je n'ai pas de chez moi vraiment, mais qu'en fait plusieurs endroits sont mon pays, sont mes pays, quoi. C'est à ce moment-là que je me suis dit, putain, ça me manque, tu vois. C'est un truc de dingue. Au moment où tu as la nostalgie. Cet attachement envers l'Afrique que je ne pourrais pas enlever. Et là, je suis partie dans une nostalgie du pays tant aimé. Bienvenue dans Sodade, le podcast du voyage, de la nostalgie de son chez-soi et des solutions pour dépasser ce manque. Je suis Constance Léon. J'ai rencontré Yvonne dans son appartement. Elle vit dans le quartier Mamel à Dakar au Sénégal. Nous nous sommes contactés grâce à Twitter. Yvonne a 24 ans, elle est toujours partagée entre son lieu de naissance, le Gabon, son enfance au Sénégal et ses études entre la France et le Canada. Elle est arrivée du Gabon au Sénégal. Le jour de la rentrée des classes, quand je suis arrivée, déjà, tu arrives, tu connais personne. Donc, t'es aussi un peu triste parce que moi, j'avais des grands frères et des grandes sœurs ados qui n'étaient pas du tout contents d'être au Sénégal. Donc, je pense que ça a aussi un peu déteint sur mon envie d'être là. Donc, j'étais très fermée et quand j'ai ouvert la bouche pour me présenter, tout le monde a rigolé. Je me suis levée, la maîtresse a demandé alors chacun va se présenter, dire d'où il vient. Et moi je me suis levée, j'ai dit bonjour, je m'appelle Yvonne, j'avais 10 ans et voilà, je reviens du Gabon. Tout le monde a éclaté de rire parce que j'avais un accent gabonais, parce que j'avais des cheveux courts et sûrement parce que, et ça on me l'a dit après, j'étais mal habillée. Donc sur le moment, je me suis mise à pleurer, en fait. Pas sur le coup, mais après, je me suis enfermée à la récréation dans les toilettes. Et j'ai pleuré. Et ensuite, je suis allée chercher ma grande sœur qui était au collège. Donc, j'ai eu du mal à la trouver parce qu'il y avait tellement de monde pour lui demander comment ça s'était passé. Et elle aussi, c'était terrible. Donc, on a un peu partagé ça toutes les deux. Et à la fin de la récréation, je suis rentrée au primaire. Et donc, chaque fois, pendant quelques semaines, en fait, chaque fois qu'il y avait des récréations, j'allais au collège. Et je restais avec ma sœur le temps qu'on se fasse des amis, quoi. C'était à Dakar, le quartier s'appelle Anne-Mariste. Je suis rentrée et j'ai dit à ma mère, bon, mais moi, je veux me laisser pousser les cheveux, en fait. Je veux plus être le dindon, la bête de foire qui va se manger toutes les moqueries parce que j'ai pas de cheveux longs. Parce que ici, forcément, elles ont une culture de la coquetterie que nous, on ne connaissait pas. Donc voilà, ça faisait aussi partie de l'adaptation. Donc j'ai commencé à faire pousser mes cheveux. J'ai aussi travaillé mon accent. Je m'en rends pas compte, mais aujourd'hui, j'ai quasiment plus du tout l'accent gabonais parce que je pouvais pas non plus avoir l'accent sénégalais. Donc le premier accent facile à saisir comme ça sur le moment, c'était l'accent entre guillemets perçu comme français ici, parce qu'en fait, on était dans un lycée international où on avait des profs français. Et donc voilà, c'est le premier accent. C'était imiter l'accent de l'enseignante en fait. Imiter l'accent de l'enseignante qui serait l'accent le plus neutre possible. Disons, ok, il n'est pas sénégalais, mais au moins il est loin de l'accent gabonais initial que j'ai. Et ça m'a coûté cher parce que quand je suis rentrée au Gabon avec cet accent-là, les gens ont eu du mal à m'identifier comme gabonaise. Ils m'ont toujours demandé pourquoi tu parles comme ça, parle normalement, mais on te comprend pas. Pourquoi tu n'es pas fière de ton accent, comme si en fait eux ils projetaient une honte d'avoir un accent et une volonté volontaire, voilà, de parler comme une personne qui vit en France, quoi. Alors que pas du tout. Mon accent français, je l'ai construit au Sénégal parce que j'avais pas le choix. Donc la décision de ma tête a été radicale. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai annoncé à ma mère que je voulais avoir les cheveux longs, ce qu'elle n'a pas trop compris au début. Elle voulait même pas, et moi je me suis battue pour les laisser pousser. Et après, au niveau de l'accent, ça s'est travaillé au fur et à mesure, avec les premiers amis aussi que j'ai eus, avec la prof, avec la télé et tout ça en fait. Mais je m'étais dit, il faut que j'ai le moins l'accent gabonais possible. C'était un processus naïf en fait.
une protection, parce que la seule chose que j'analysais sur le moment, c'était on se moque de moi, je veux plus qu'on se moque de moi, point. Et avec le temps, finalement, je me dis waouh, mais c'est quand même violent comme processus dans la vie d'un individu de devoir effacer tout ce qui fait de toi cette personne, enfin tout ce qui fait le lien que tu as avec ton pays, de devoir l'effacer si jeune, parce que la capacité à retrouver une chose aussi forte qu'un accent ou les imaginaires que tu as sur un pays, c'est quasiment impossible. Et c'est pour ça aussi que le rapport à la nostalgie est important. C'est que dans ma tête, j'ai aussi construit une vision très idéale du Gabon où j'ai évité tout ce que je projetais comme négatif sur le pays. Donc, je n'allais jamais présenter mon pays au Sénégal. Enfin, quand je parlais avec des Sénégalais, j'allais jamais présenter les mauvais aspects du Gabon. Ça devait être toujours positif, toujours beau. Vraiment, essayer de montrer le plus possible que tu aimes chez toi et chez toi c'est bien, tout en faisant aussi le travail interne d'effacer tout ce qui me rapprochait quand même de mon pays. Donc ça, c'est que maintenant, en discutant avec des gens, parce que c'est des conversations que j'ai quand même souvent, que je me rends compte que j'ai eu à faire tous ces choix en fait. Alors que les questions se sont vraiment posées plus tard, quand j'étais, disons, en fin d'adolescence, début d'année universitaire, où là déjà je ne vivais plus au Sénégal. Mais même sur la fin aussi, je pense, pendant l'adolescence, il y a eu une espèce de repli forcément, où tu es en quête de tes origines. J'ai un exemple très concret, qui était que en fait, j'ai jamais eu les cheveux défrisés. Et au Gabon, en fait, on ne défrise pas beaucoup les cheveux. Et ici, moi, j'ai toujours connu des filles avec des cheveux défrisés, des tissages. Et un des exemples concrets un des souvenirs que j'ai où j'étais fière de présenter le Gabon, c'était quand il y a eu la mouvance Napi qui est revenue et que tout le monde retournait au naturel. Donc, toutes ces filles qui se coupaient les cheveux pour refaire pousser leurs cheveux naturels sans défrisage, ou toutes celles qui décidaient de se laisser de défaire leurs tresses et d'avoir des afros, moi j'avais toujours été comme ça en fait. Et là j'étais fière de dire mais en fait nous au Gabon on se défrise pas les cheveux, pour nous c'est pas une mode, ça a toujours été comme ça. Et là je sais que j'ai été fière de présenter le Gabon, mais à part ça pas souvent, au contraire. J'ai souvent eu des choses qui sont liées à notre culture, par exemple le rapport à l'alcool, le rapport aussi à la sexualité, où au Gabon, les jeunes ont des vies, disons, beaucoup moins... en tout cas, le Sénégal est perçu comme un pays musulman avec plus de tabous, et au Gabon, pas du tout en fait. Les gens sont très libres très tôt, et moi, je voulais pas du tout que les gens associent mon pays à ça, parce que ça allait être mal vu en fait. Et moi, quand j'ai eu 16 ans et que je suis allée au Gabon et que je buvais absolument pas de l'alcool, les gens se moquaient de moi. Ils me disaient mais où est-ce que tu vis, n'importe quoi, mais comment ça t'as pas de copain, comment ça t'as jamais eu de relation sexuelle avec un garçon. Et là, j'étais en mode oula, mais où est-ce que je suis en fait. Mais après bon, c'était peut-être sur le moment ce que je voyais, parce que je voyais des gens complètement déconnectés de ma réalité à moi, qui avait été d'avoir grandi pendant des années dans un pays culturellement musulman, où il y a plus de tabous sur toutes ces questions-là. Donc je sentais aussi, avec mes jugements d'adolescente sur le moment, que c'était deux environnements très différents. Et quand je revenais au Sénégal et qu'on me demandait alors tes vacances au Gabon, j'allais pas dire que je me sentais pas bien parce que je pouvais pas sortir, parce que les délires n'étaient pas les mêmes. Du coup je disais c'était bien, j'ai vu ma famille, mais sans rentrer vraiment dans les détails. Parce que aussi mes parents essayaient de beaucoup nous protéger quand on y allait. Ils avaient une image un peu négative eux aussi du Gabon pour nous protéger, j'imagine, et qui faisait qu'on n'avait pas trop le droit de sortir. Donc le Gabon, je le voyais pas aussi comme maintenant. Comme j'ai pu le voir en 2014 par exemple, où là j'étais déjà un peu plus âgée et j'étais déjà plus libre de mes mouvements. Quand je vivais au Sénégal, je me considérais absolument pas comme sénégalaise. Mais c'est en allant à l'étranger, du coup en vivant entre la France et le Canada, que quand on m'a posé la question précise « D'où viens-tu ?», là, je me suis demandé « Ah oui, c'est vrai en fait, d'où est-ce que je viens ?» Comment ça se passe, ce moment où en fait tu présentes comme sénégalaise ? J'ai 17 ans, j'arrive en France.
Et on me demande, je dois me construire un nouvel environnement, des nouveaux amis. Et là, tout de suite, quand on me demande, d'ailleurs, tu viens d'où? Parce que les gens savaient automatiquement que j'étais pas française. Je me présentais comme sénégalaise. Parce que ça faisait sens pour moi de leur parler du Sénégal. Parce que aussi, c'était plus facile. Les gens connaissent plus le Sénégal que le Gabon en général. Donc, c'était aussi peut-être par facilité et parce que les souvenirs étaient plus récents. Donc, je sais pas si c'était une technique d'éviction. Je pense pas que c'était ça par rapport au Gabon sur le moment. Mais j'expliquais quand même que à la base, je suis gabonaise de nationalité mais j'ai vécu au Sénégal. Mon discours, en fait, il était aussi adapté en fonction de mes interlocuteurs. À certains, je disais carrément que j'étais sénégalaise parce que c'était plus simple et que ça allait emmener une certaine conversation. À d'autres, je prenais un peu plus le temps de décrire mon parcours entre le Gabon, le Sénégal et finalement de dire que je m'identifiais plus comme sénégalaise parce que j'avais vécu dans ce pays plus longtemps. C'est aussi le point positif, c'est de pouvoir changer de casquette un peu n'importe quand en fonction des personnes qui sont en face de toi. Mais oui, c'est super étrange en fait. J'ai du mal à comprendre et j'ai essayé de lire un peu dessus. C'est ce qui m'a emmené à lire un peu pas mal d'auteurs, Chimamanda Ngozi Adichie qui parlent pas mal de l'expatriation. J'ai lu des livres sur les third cultures, les enfants un peu nés entre tous ces environnements et qui en plus ont la mondialisation. J'ai vraiment essayé de me documenter sur la question pour me rendre compte que en fait c'est pas tant exceptionnel. Il y a beaucoup de gens dans ce cas-là et eux aussi ont décidé d'avoir juste des techniques soit pour faciliter leur présentation, soit aussi en fonction de leurs émotions, des moments où tu te sens plus gabonaise, des moments où tu as la nostalgie vraiment de ton pays parce que il y a eu des événements qui te font penser à ce pays-là, et d'autres où là tu as la nostalgie du Sénégal parce que le Sénégal pour toi c'est chez toi. Et voilà, c'est particulier mais c'est comme ça. Est-ce que tu te rappelles précisément du moment où une personne t'a justement demandé d'où tu venais? T'étais où à ce moment-là? Je me souviens quand j'ai fait en fait une année d'échange dans un petit village au Canada. Donc la ville s'appelle Chicoutimi, c'est vraiment au nord de Québec, vraiment un petit bled perdu. Je me souviens, oui, j'avais 20 ans déjà quand même, donc ça faisait 3 ans que je vivais plus à Dakar. On était à une soirée et c'est quelqu'un qui était très curieuse de découvrir l'Afrique. Donc elle m'a un peu approchée pour me demander depuis quand je vivais dans leur ville et quels étaient mes ressentis par rapport à Chicoutimi du coup. Et comment est-ce que sur toi, là, ce qui était intéressant, c'est qu'on m'a demandé de faire une comparaison sur là d'où je venais moi. Et c'est comme ça que dans ma tête, j'ai eu un petit moment de doute et ensuite, j'ai dû faire une sélection volontaire du Sénégal et c'est comme ça que la conversation a tourné autour de chez soi et de chez moi du coup et de comment est-ce que je percevais la ville qui m'accueillait. Justement, donc je t'ai demandé de réfléchir à cette question, mais qu'est-ce que c'est chez toi alors? Décris-moi ce chez toi maintenant, qu'est-ce que c'est pour toi? Si on me demandait ce qui était chez moi, je dirais actuellement que c'est Dakar, que c'est cet appartement-là, parce que c'est ici où je vis actuellement, mais que ça pourrait changer. Et c'est ce qui est un peu différent, je pense, c'est ce qui est un peu particulier, je pense, dans ma manière de voir les choses, c'est que finalement, je m'associe pas juste à un seul espace et que mon expérience m'a forcé à me dire que je n'ai pas de chez moi vraiment, mais qu'en fait, plusieurs endroits sont mon pays, sont mes pays, quoi, au final. Par exemple, au Gabon, j'ai été très impliquée, très mobilisée politiquement en 2016 pendant les élections. Donc c'était un enjeu majeur pour notre pays parce que c'était l'opportunité de changer de régime. Donc on a vu plein de jeunes se mobiliser autant sur les réseaux sociaux, mais il y avait aussi des marches à Paris, un peu partout. Donc à ce moment-là, je me considérais totalement gabonaise et je participais, je me suis inscrite sur les listes électorales, j'ai participé à toutes les mobilisations, j'étais même déléguée d'un petit comité en fait pour d'un des candidats. Et finalement, la situation, a fait que les vrais résultats n'ont pas été annoncés.
Donc il y a eu une forme de hold-up électoral et il s'en est suivi en fait une série d'affrontements dans la capitale. Moi, je vivais pas au Gabon, mais j'ai tellement eu une fracture par rapport à ce qui s'est passé que je me suis dit bon voilà, quand on me présente, je galère peut-être à m'identifier à ce pays parce que j'y ai pas vécu, mais je me sens gabonaise et ce qui est en train de se passer a forcément un impact sur moi, sur ma personne et enfin sur mes, enfin je ressentais quelque chose de très fort. Et la rupture aussi que j'ai eue avec le pays après ça, c'est que après le hold-up et quand du coup l'actuel président s'est installé au pouvoir, j'ai carrément eu une déchirure et je me suis dit que je n'y retournerai pas avant que ce président-là soit destitué. C'est-à-dire qu'on est maintenant aujourd'hui plusieurs Gabonais à non seulement ne plus se sentir en sécurité ou ne plus se sentir invité à rentrer, mais quand déjà dans ta tête tu ne t'associais pas vraiment au pays et que ces élections étaient une forme de reconnexion, la rupture elle a été encore plus brutale, je pense. Donc ça fait partie d'une expérience qui m'a confrontée en fait à ce rapport un peu ambivalent entre le pays où j'ai grandi, le pays où je suis née. Donc ma campagne, je la menais un peu de l'étranger, ce qui a sûrement peut-être amplifié le sentiment de déchirure parce que on voulait voir les choses mais un peu de l'extérieur. Mais je pense qu'on voulait aussi préparer un Gabon où on voudrait bien rentrer un jour. C'est pour ça qu'on était autant mobilisés dans la diaspora. J'étais surtout en fait soit sur les réseaux sociaux, donc je menais un peu une campagne sur Twitter et sur Facebook. Mais un des gros aspects qu'on faisait, c'était surtout réunir des jeunes, comme dans la France, entre Bordeaux et Paris, et faire des discussions sur l'avenir du Gabon. Je pense que ça a aussi un peu joué sur l'imaginaire qu'on s'est construit et pourquoi on était déçus. Parce que chaque fois qu'on se retrouvait, c'était pour critiquer le régime actuel et pour pouvoir changer les choses. Donc c'était toujours orienté vers l'avenir, vers l'incertain, vers l'idéal en fait. Donc ça consistait en ça, à réunir des jeunes, essayer de les engager politiquement, d'abord de les mobiliser pour qu'ils puissent s'enregistrer sur la liste électorale, qu'ils puissent avoir leur carte d'électeur et ensuite qu'ils puissent maîtriser le code électoral parce qu'on était quand même préparé à des potentielles fraudes et voilà, essayer de construire ensemble autour de l'idéologie et surtout de l'engagement du candidat qu'on soutenait. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal de l'Afrique, une édition spéciale consacrée à la situation au Gabon où des émeutes ont éclaté après l'annonce des résultats de la présidentielle. Ali Bongo réélu avec 49,8% contre 48,2% pour Jean Ping, son rival. Plusieurs bâtiments publics ont été incendiés. Nous irons à Libreville. Nous ferons réagir également nos invités issus des deux camps en plateau. Nous parlerons également des réactions internationales, les États-Unis mais aussi la France qui se disent préoccupés. Le jour de l'annonce directement des résultats, quand ils les ont annoncés, j'étais tellement éprise d'une colère, mais comme jamais, que j'ai appelé toute ma famille en pleurs. Là, j'étais en France, dans mon appartement, parce qu'en fait, on avait décidé de faire une pause avec les militants avec qui on était. Donc, on s'était dit, bon voilà, on se retrouvera après les résultats, pour aussi un peu évacuer, parce qu'on était tous tendus. Ça faisait 3 jours qu'on les attendait. Et au moment où finalement, on a eu les résultats, on s'y attendait un peu tous, mais voilà, on était tellement en colère. Enfin, moi, j'ai juste éclaté en sanglots, quoi. J'ai éclaté en sanglots. Et la première chose que j'ai fait, c'est prendre mon téléphone. J'ai appelé ma mère pour lui dire, là, j'ai 2 choix. Soit je prends un billet et je vais au Gabon, parce que je sais que les événements qui vont suivre vont être terribles et je veux participer à ça. Comme je me suis dit, autant je me suis impliquée pour changer les choses avant et ça n'a pas marché, je veux aussi m'impliquer sur le terrain. Donc tout le monde a essayé un peu de me dissuader, mais voilà, ça reste marqué en fait, ce sentiment de colère, de pression que j'ai eu sur le moment, comment j'ai éclaté, comment j'ai eu envie de tout casser. Enfin voilà, c'est vraiment ce qui s'est passé ce jour-là, quoi. Et je m'en souviens encore, c'était le 3 septembre 2016.
Là, donc tu t'es dit, voilà, là j'ai la nostalgie de chez moi, j'ai cette saudade du Gabon et je suis gabonaise et je suis en colère. C'est vraiment la phrase « je suis gabonaise et je suis en colère » en fait. Parce que vous m'avez arraché mon pays, vous m'avez brisé mes rêves, vous m'avez un peu détruit mes souvenirs. Donc c'est tout ça en fait qui faisait pour moi, enfin qui fait sens pour moi dans cette saudade, c'est cette superposition d'émotions comme ça qui sont liées un peu au passé, à l'avenir, à ton présent et tout ça, qui faisait que non, là je suis gabonaise et vous m'avez arraché tout ça en fait, en un seul moment où vous avez annoncé les résultats à la télé. Et là, voir des affrontements, mais meurtriers, des QG bombardés, des gens mourir. Forcément, je me suis dit, là, je suis déjà nostalgique d'un Gabon, en fait, que moi j'ai connu avec de la joie, de la sérénité, où les choses ne seront plus les mêmes, en fait. Et ça, on a tous vraiment cette impression. Est-ce que c'est à dessein que tu nommes aucune des personnalités politiques du régime actuel et autant que de la figure de l'opposition ? Oui, c'est volontaire. En fait, quasiment 2 ans après, 1 an et demi après, les choses ont tellement changé et il y a eu tellement de reconfiguration au niveau politique qu'on n'est même plus, qu'on peut plus juste dire, les nommer. Et c'est plus autant figé qu'en 2016. C'est-à-dire que je pouvais clairement nommer le président sortant et le président qui est en fait le président élu, mais qui n'a pas son poste, qui n'a pas été, reconnu. Mais là, maintenant, leur nom ne fait même plus sens, en fait, pour moi, dans tout ce schéma. C'est juste ce qui s'est passé sur le moment et l'incapacité du président, du coup, élu, pour nous, de changer les choses, parce qu'on a aussi compté sur lui après, et surtout l'incapacité du président sortant à reconnaître sa défaite. Donc, non, je les nomme pas volontairement, je pense. Mais surtout parce que j'ai pas envie de les associer à mon... à mon discours actuel, en fait. Je les ai vraiment... je pense que j'ai pris du recul par rapport aux personnalités qu'ils représentent et c'est surtout pour ça. Et j'ai pas encore fait le choix d'y retourner pour le moment, mais parfois je me demande ce que ce sera, quoi. Je pense déjà après ça, je me suis complètement désengagée du politique. Ça m'a vraiment marquée, je pense. Je me suis dit que... Ça m'a rendu pessimiste, en fait. C'est horrible, c'est dommage, mais ça m'a vraiment rendu pessimiste. Et ça me rend triste, en fait. Je sais même pas comment exprimer ça par des mots, parce que c'est vraiment quelque chose de violent. Le fait de se dire qu'on va potentiellement pas retourner chez soi avant longtemps, parce que on n'est pas d'accord avec le régime, parce que des gens qu'on a connus sont toujours portés disparus. Je m'imaginais pas en arriver là, quoi. À me dire que je vivrais ça juste en m'engageant naïvement dans une campagne politique 3 mois avant. C'est même pas comme si je militais depuis des années. C'était juste 3 mois avant parce que des jeunes m'ont mobilisé dans la rue et m'ont proposé de venir avec eux. Donc forcément, quand tu es tellement peu préparé et que les impacts sont aussi gros, tu te demandes, mais en quoi est-ce que je peux croire ? Donc je pense que c'est ça, les séquelles que ça a laissé, c'est vraiment que je suis un peu plus pessimiste maintenant, je pense. Qu'est-ce qui t'a aidé, en fait ? Qu'est-ce qui t'a aidé dans ces 2 moments-là, à te sentir toi, en fait, peu importe que tu sois sénégalaise, gabonaise ou française ou canadienne ? C'est ça. C'est l'exemple le plus parlant, c'était vraiment pendant le militantisme. C'est que la plupart des personnes avec qui j'étais dans la sphère plutôt intime connaissaient mon parcours. Eux, l'essentiel, c'était que je me sente moi, que je puisse m'exprimer avec mes colères, avec parce que un truc concret qu'on m'a dit, c'est vrai que toi tu compares vachement, en fait, quand on faisait les comparaisons sur les ambitions de développement qu'on avait par exemple pour le Gabon. Mais moi, ma référence, c'était le Sénégal, pendant qu'il y en avait qui avaient grandi au Gabon, donc critiquaient, d'autres qui avaient grandi en France, donc imaginaient. Moi, je voulais être dans des références réalistes d'un autre pays africain dans lequel j'ai eu à vivre. Voilà, et je leur disais concrètement, le Sénégal c'est comme ci, le Sénégal c'est comme ça, et certains me charriaient en mode, bon allez, tu vas pas transformer le Gabon en Sénégal. Ils disaient non, mais c'est pas ça, c'est juste le fait de vous dire que j'ai eu un exemple concret d'un pays qui, pour moi en tout cas, a atteint un niveau de développement
qu'on pourrait facilement avoir, mais on ne l'a pas. Et c'était tout le temps ce que je disais et les gens me comprenaient. Ce qui faisait que je me sentais à l'aise, en fait. Ils avaient compris que là, on va pas être dans une dynamique où elle devra trancher sur qui elle est, parce que c'est pas un travail elle est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Mais tant qu'elle se sent à l'aise pour discuter de sa propre trajectoire, pour prendre des exemples qui font sens pour elle, elle est... j'ai été toujours la bienvenue à ce moment-là. Et je vois vraiment ma vie, mon engagement, ma manière de voir les choses comme une lutte constante, en fait. C'est ce que j'accepte de plus en plus ces dernières années. Le combat alimentait ma nostalgie et mon amour, en fait, pour ces pays-là. Ces deux exemples concrets qui sont le Sénégal et le Gabon. Et mon amour pour ces deux pays et aussi les situations de développement, les situations par exemple la politique ou tous ces aspects-là qui font partie de la réalité de ces deux pays-là ont aussi nourri l'idée de combat, tu vois. Donc c'est comme ça, je pense que ça se représente chez moi, parce que quand je pense à ces pays-là, je soustrais jamais, tu vois, cette idée d'Afrique, de changement, d'un espace où on doit proposer des nouvelles choses, où on doit construire un meilleur avenir pour tout le monde. Et voilà, en fait, ça nourrit le combat et ça nourrit aussi la nostalgie. Je sais pas, parce que c'est pas encore, ça s'est jamais concrétisé. J'ai l'impression que quand on parle de nostalgie, on parle souvent de souvenirs, de quelque chose de lointain ou proche, mais en tout cas qui est souvent dans le passé et on y repense. Alors que moi, je pense tout le temps, mais à l'avenir, quoi. Mais je pense à l'avenir de ces pays qui font sens pour moi. Donc, ça fera toujours partie de moi, cette saudade. Autant que je m'identifierai à ces deux pays, autant j'aurai cette saudade. C'était Yvonne. Entretien et montage, Constance Léon. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et à nous laisser une myriade d'étoiles sur votre application de podcast. Musique de Passabits. Saudade est une idée originale de Francine Pipien. Un podcast du studio Gewell.